Donc, bonsoir à tous. Donc, ravi de vous retrouver pour le premier webinaire du GIT Île-de-France qui regroupe plus de 200 inscrits actuellement et en cours de connexion, nous allons être à peu près une centaine. Et donc peut-être même bien plus grâce au replay qu'il y aura après ce webinaire. Donc moi je m'appelle Jaime Gaspard et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Cécile Puiroux du bureau Île-de-France. Bonsoir tout le monde. Et cet événement sera présenté par Nadine Roche, donc présidente du groupement des infirmiers du travail. Et vous aurez 1 heure pour découvrir ou redécouvrir le métier d'infirmier de santé au travail au travers de la présentation du référentiel créé par le GIT. Donc, quelques règles pour ce webinaire. Donc, tous les micros sont coupés, donc vous ne pourrez pas réactiver vos micros, de telle manière à ce que toutes vos questions puissent être posées directement dans le chat. On gardera à peu près 10 minutes, un quart d'heure de réponse à la fin du webinaire. Et Nadine pourra aussi répondre à vos questions directement au cours de sa présentation. Donc, puisque le temps est limité, donc comme je vous ai dit, à 1 heure, toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, nous allons y répondre avec une présentation qu'on va vous envoyer par mail par la suite avec le lien du webinaire également. Donc, je passe la parole à Madame Nadine Roche. Bon webinaire à tous. Merci James. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis vraiment ravie d'être là et honorée de vous présenter ce référentiel de compétences. Alors c'est à l'initiative, comme disait James, du bureau du GIT d'Île-de-France qui a eu cette initiative et puis c'est une opportunité effectivement pour nous remémorer un petit peu ce qu'est le métier d'infirmière de santé au travail. Alors, je tiens à remercier sa déléguée régionale, Sylvie Aude, et toute l'équipe, tous ses membres, pour ce rendez-vous et l'organisation de ce webinaire. Alors, je voudrais quand même rappeler que ce référentiel donc, est un travail avant tout collectif. C'est plusieurs équipes ont travaillé pour rédiger ce document. Alors, il y a eu déjà un document qui avait été réalisé en 2007 et puis aussi en 2009. Et puis donc, cette version, cette mise à jour 2019 était vraiment très, très attendue parce qu'il était important, effectivement, avec l'évolution des politiques de santé au travail, il était indispensable de revoir notre pratique et de les adapter avec l'évolution des nouveaux besoins qu'avaient mis en avant les salariés et les employeurs. Alors, quel est l'objectif effectivement de ce référentiel? Alors, les objectifs, ils étaient plusieurs. Donc, c'était d'abord d'expliciter, de comprendre un petit peu le métier d'infirmière de santé au travail, d'élaborer donc un document de référence dans lequel chacun pouvait trouver à peu près tout qui concerne le métier. Ensuite, de clarifier un petit peu le rôle des infirmiers de santé au travail, ce métier que peu de gens connaissaient un petit peu. De permettre aussi d'analyser, de prendre du recul sur nos pratiques, de voir comment elles ont évolué dans le temps et puis effectivement d'avoir une réflexion sur ces pratiques, comme on le dit. Et puis c'était déjà aussi quelque chose qui a été demandé pour les autres spécificités des métiers d'infirmière. Je parle des autres spécialités, que ce soit l'éducation nationale ou les autres. Il y avait cette demande de la Haute Autorité de Santé d'avoir une réflexion sur nos pratiques. Alors, ce qui est très, très important, c'est que les 2 dernières réformes que nous avons eues, 2012 et puis 2016, ont mis les infirmières de santé sur le devant de la scène, ce qui était vraiment quelque chose de nouveau, comme vous le savez. Auparavant, le médecin du travail n'exerçait qu'avec son assistante ou sa secrétaire médicale. Donc, de nouveaux acteurs sont venus avec ces réformes. Alors, mais aujourd'hui, le cadre réglementaire dans lequel nous évoluons ne satisfait plus vraiment. On l'a remarqué qu'il y a depuis quelque temps de nombreux glissements de tâches. Il y a
beaucoup d'infirmières qui ont l'impression, d'infirmiers, pardon, qui ont l'impression de travailler un petit peu sans filet de sécurité. Donc, nous sommes très, très vigilants sur un petit peu les évolutions de notre métier. Alors, aujourd'hui, donc, un projet de loi est en cours en cours d'élaboration. Alors, une première lecture a été faite à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, ce sont les sénateurs qui ont repris et qui doivent effectivement revoir un petit peu, peut-être améliorer, apporter des changements. Et nous avons eu la chance, nous, le groupement des infirmières du travail, d'être auditionnés à la fois par l'Assemblée nationale et récemment avec les sénateurs qui nous ont encore une fois sollicités pour comprendre au mieux nos attentes, nos demandes par rapport à ce métier. Voilà. Alors, aujourd'hui, je disais, qu'en est-il exactement, effectivement, quel est le cadre juridique dans lequel nous exerçons? Alors, vous avez d'abord la fameuse circulaire OEX qui englobe et qui donne certaines lignes dans lesquelles nous nous situons aujourd'hui, c'est-à-dire prendre soin des travailleurs et pas des patients, effectivement. Le Code du travail, lui, il est là surtout pour les employeurs, donc il y a une obligation des employeurs vis-à-vis de leurs salariés. Et puis, nous avons le Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale, et puis, dernièrement, bien entendu, le Code de déontologie. Alors, je reviens un petit peu sur ces fameuses réformes. Donc, la première réforme de 2012 qui modifie effectivement le cadre réglementaire des services de santé au travail, qui ont des nouvelles missions quant à la prise en charge du suivi de santé des salariés. Puis, vous avez la loi El Khomri qui a mis en place effectivement les entretiens infirmiers. Et puis, depuis le 1er janvier donc 2017, l'introduction des visites d'information et de prévention. Alors, ces visites d'information et de prévention, elles sont aujourd'hui faites par 4 professionnels, comme vous le savez. Donc, le médecin du travail, le médecin coordinateur, le médecin collaborateur, l'interne, pardon, et l'infirmier de santé au travail. Donc, c'est très important parce que la notion d'aptitude, comme nous la connaissions avant, elle a disparu. Elle n'est là que pour certains postes à risque, bien entendu, mais ces 4 professionnels vont délivrer une seule et même attestation, une attestation à l'issue de la visite d'information et de prévention. La seule différence avec le médecin du travail, c'est que l'infirmier de santé au travail ne peut faire aucune mention sur cette attestation, ne peut faire aucune recommandation. On en parlera un petit peu plus tard parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se pose la question pourquoi certains infirmiers ne pourraient pas effectivement mettre certaines recommandations qui seraient tout à fait dans le rôle propre de l'infirmier en santé au travail. Et je rajouterai quand même quelque chose d'important, puisque nous sommes encore en crise, en pandémie. Il y a un décret du 28 janvier 2021 qui a autorisé pour certains d'entre nous de faire des visites de reprise si le médecin du travail les autorise. Donc ça, c'est très important par rapport à la suite et à l'évolution de notre métier, parce que comme on le disait tout au début, on sent qu'il y a énormément de glissements de tâches et qu'il y a des expérimentations qui se font dans certaines régions où les infirmiers vont pouvoir faire des visites de reprise, mais encore une fois, il faut un cadre réglementaire précis et qui doit à la fois protéger l'infirmier et puis aussi s'assurer, je dirais aussi, que l'infirmier a les compétences pour faire ces visites de reprise. On dit toujours qu'il est important d'avoir une collaboration et une coopération entre le médecin du travail et l'infirmier, mais le médecin du travail ne pourra s'appuyer que sur ces infirmiers si ces infirmiers ont une formation théorique et des expériences et les compétences suffisantes pour suivre les salariés et notamment pour faire des visites de reprise. Voilà.
Alors, ce fameux projet de loi, donc, 37-18, qui a pour but de renforcer la prévention en santé au travail. Alors, déjà, une chose qui va changer, c'est que les services de santé au travail vont s'appeler désormais les services de prévention et de santé au travail. Donc, le terme SST va être modifié avec le terme SPST, hein, d'accord? Donc, ça, c'est très, très important. Donc, il y a 5 évolutions très importantes à retenir. C'est le renforcement donc, du document unique, le fameux décloisonnement santé publique, santé au travail, euh, un besoin de traçabilité collective sur les risques professionnels. C'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps, hein, la traçabilité, parce que toutes ces données que nous récoltons, que ce soit les infirmiers de santé au travail lors des visites d'information en prévention, ce sont des données qui sont récoltées, mais il faut pouvoir faire quelque chose et elles doivent être utilisées pour mettre en place des actions de prévention. On parle, deuxième chose, d'un passeport prévention. Bon, les modalités, on ne les connaît pas encore vraiment. La formation des élus, hein, au niveau des CS, des CSE. Alors, on dit 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés et plus de 5 jours pour celles qui ont plus de 300 salariés. Et puis alors, effectivement aussi, les services de santé au travail doivent se réorganiser. Alors, ils doivent proposer aux entreprises des offres plus étoffées avec un socle minimal qui serait de la prévention des risques professionnels, du suivi individuel et puis de la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors ça, c'est aussi très important à retenir, c'est que le terme maintien dans l'emploi ne sera plus là, mais on va parler maintenant de désinsertion professionnelle. Et puis, autre chose aussi, le médecin du travail doit être plus présent et doit avoir plus d'actions en milieu du travail, hein, les fameux temps, le tiers-temps. Et puis, on demande aussi le décloisonnement entre les médecins du travail et la médecine de ville et la possibilité de partager le dossier médical. Et puis, dernièrement aussi, la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est important parce que dans le référentiel de compétences de 2019, on parlait effectivement du maintien dans l'emploi, mais aujourd'hui, encore une fois, avec cette évolution et ce projet de loi, on voit quand même, malheureusement, qu'il y a peu de place pour l'infirmier en santé au travail. On a juste l'article 23, mais à part cela, on ne sent pas vraiment que nous sommes vraiment intégrés dans ce projet de loi. Et ça nous inquiète parce qu'on nous demande de plus en plus de monter en compétences, d'avoir une action très, très élargie au niveau des entreprises, au niveau des salariés, mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'il y a encore vraiment cette reconnaissance. Donc, on reviendra sur ça. Je pense que vous allez avoir des questions à propos de ce projet de loi. Voilà. Ensuite, au niveau toujours de la réglementation, donc on disait le Code de la santé publique, effectivement, et le Code de la santé, de la sécurité sociale, ce sont les deux codes qui réglementent la profession. Vous avez donc le décret de compétence du 29 juillet 2004 qui précise bien l'exercice dans lequel nous retrouverons donc toutes les compétences essentielles à notre exercice. Donc l'analyse, l'organisation, l'évaluation, notre contribution bien entendu concernant le recueil des données pour faire des actions de prévention et pour faire de la recherche et pour faire des statistiques et aussi de l'épidémiologie. La formation et l'éducation, et puis bien sûr la grande participation qu'ont les infirmiers en santé au travail dans les actions de prévention, hein, que ce soit de la sensibilisation ou de la prévention au niveau pour les salariés dans les entreprises. Et puis le dernier texte important pour nous, c'est le Code de déontologie qui a vu sa naissance le 27 novembre 2016. Donc ce Code de déontologie, à l'intérieur, on va trouver les devoirs et nos droits. Alors ce Code de déontologie va
être là pour protéger l'exercice et puis garantir aussi notre indépendance. Donc ça, on revient toujours sur ce terme-là, notre indépendance d'exercice et de pratique. Voilà. Je regarde si j'ai encore... Alors, je voudrais savoir si vous avez déjà des questions par rapport à l'exercice. Sinon, je vais regarder. Non, pas pour l'instant. Donc, je vais me permettre alors de continuer. Donc, maintenant, nous allons voir un petit peu dans quel champ d'action les infirmières de santé au travail vont exercer leur métier. Donc, l'article R 411-1 du Code de santé publique énonce que, effectivement, le rôle propre permet à l'infirmier d'agir en totale autonomie. Donc, ça, c'est vraiment très, très important aussi que ce Code de santé publique, vous l'utilisez. Et je voudrais aussi bien faire comprendre que le champ d'action qui est décrit dans le référentiel les champs d'action, pardon, qui sont décrits dans le référent de compétences, ce sont des champs d'action qui sont pour tous les infirmiers de santé au travail, quel que soit le lieu d'exercice. Après, effectivement, si vous exercez dans un service autonome avec un médecin qui lui-même est aussi dans l'entreprise, qui est salarié dans l'entreprise, vous avez peut-être une marge de manœuvre qui sera plus importante, encore une fois, en fonction du médecin du travail, que vous exerciez en service de santé au travail, ce sera le cas aussi. Les initiatives qu'on vous laissera prendre dépendront effectivement de la politique du service de santé et puis aussi de celle du médecin du travail qui vous laissera ou non avoir plus de marge de manœuvre. Donc c'est vrai que c'est des fois un petit peu compliqué et que certains infirmiers m'ont rapporté qu'ils ne se sentaient pas toujours en accord avec tout ce qui était décrit dans le référentiel de compétences parce qu'ils avaient l'impression que dans certains services de santé au travail, ils n'étaient pas vraiment en train de faire autre chose que des visites d'information et de prévention. Donc, nous essayons de vraiment montrer que quel que soit le lieu d'exercice, vous êtes à même d'avoir votre rôle propre et de faire aussi des actions de prévention. Alors, je vois là une question déjà sur quid du statut de salarié protégé. Alors, effectivement, nous avons soulevé ce problème et nous avons aussi déjà demandé, c'était dans un des amendements qui avait été présenté à l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, les sénateurs, effectivement, nous ont demandé aussi d'écrire nos demandes par rapport à des amendements. Oui, nous espérons que ce statut de salarié protégé un jour sera accepté. Nous ne savons pas encore aujourd'hui si ça va l'être. Alors, je lis encore une question. Les sénateurs envisagent-ils de modifier le projet de loi pour permettre à l'infirmier de santé au travail d'accéder au dossier médical partagé? Dans le projet actuel, cet accès est réservé au seul médecin du travail, ce qui est assez étonnant. Effectivement, vous avez entièrement raison. C'est une problématique. Nous l'avons soulevée. Nous avons aussi, non seulement, il n'y a pas que le dossier médical partagé que nous souhaitons, mais déjà dans certaines entreprises, vous savez très bien qu'il y a des infirmiers qui n'ont même pas accès au dossier médical du salarié. Alors, il faut absolument que déjà, que tous les infirmiers, quel que soit leur lieu d'exercice, puissent accéder au dossier médical du salarié. Aujourd'hui, on mettait en avant, il y a quelques années, on mettait en avant la problématique que les infirmiers, surtout pour les infirmiers qui exerçaient dans les services autonomes, qu'ils pouvaient être soumis à des pressions de la part de leur employeur. Mais nous avons un code de déontologie. Nous sommes soumis au même titre
que le médecin du travail à la confidentialité, au devoir de réserve, etc. Donc, c'est une excuse qui n'est plus valable aujourd'hui. Nous avons exactement les mêmes devoirs que les médecins du travail quant aux salariés que nous recevons. Et chaque fois que nous recevons un salarié, nous lui disons que l'entretien qu'il va avoir avec nous, la consultation qu'il va avoir avec nous, se fait de manière confidentielle. Ouh là là, je vois plein de questions. Alors, qu'en est-il de l'harmonisation des formations en santé au travail pour les infirmiers? Alors, vous allez très vite. Effectivement, nous sommes en train de travailler avec le réseau des infirmières enseignantes sur des contenus sur la formation universitaire. Nous avons bien entendu aujourd'hui de nombreuses universités qui ne proposent pas toujours le même contenu. Donc, une des choses les plus importantes, effectivement, c'est de l'harmoniser et d'avoir un socle commun par rapport aux compétences demandées. Je regarde encore. Alors, l'évolution vers l'IPA en santé au travail. Oui, alors c'est quelque chose, je pense, qui est très demandé et Madame Charlotte Lecoq, députée, est très favorable à la mise en place effectivement de l'infirmier en pratique avancée. Encore une fois, nous devons travailler sur les contenus. Nous attendons, alors on travaille en amont parce qu'effectivement, Madame la députée nous avait dit que ce serait dans les décrets qu'il y aurait plus de détails quant à la formation. Alors nous, effectivement, c'est plus intéressant que nous-mêmes, nous puissions aller en amont, proposer des choses. Travaillez-vous avec le Conseil national Ordre des infirmiers? Bien entendu, nous avons le soutien de l'ordre. L'ordre soutient effectivement sur la reconnaissance de notre spécialité, sur le statut de salarié protégé et sur la formation universitaire. Nous avons vraiment effectivement le soutien de l'ordre. Alors, je vais un petit peu arrêter les questions et puis je vais reprendre un petit peu le fil parce que sinon je vais un petit peu me perdre, si vous permettez. Donc, on était à parler, je reprends un petit peu le champ d'action dans lequel nous pouvons exercer. Alors, bien entendu, nous avons d'abord le suivi de santé des salariés avec la prévention individuelle. Hein. Vous avez aussi la prévention collective qui est la plus importante puisque c'est dans ce registre-là que nous avons à mener toutes les actions concernant l'éducation, les conseils auprès de nos salariés et auprès de l'employeur. Alors, je dis toujours dans mes formations à l'université que sépare effectivement souvent la visite d'information et de prévention de manière individuelle, qu'on va détecter des problématiques et souvent quand on fait l'addition de plusieurs problématiques individuelles, on va découvrir quelque chose qui pourrait après être de l'ordre de collectif. Et donc, c'est à ce moment-là que nous pouvons intervenir auprès des employeurs et des entreprises. Alors, vous avez les services de santé au travail, effectivement, qui sont très sollicités auprès des entreprises. Aujourd'hui, ce que le projet de loi aussi souhaite, c'est que les services de santé au travail se concentrent peut-être un peu plus sur les TPE plutôt que dans les grandes entreprises où la prévention souvent est plutôt bien maîtrisée parce qu'il existe déjà à l'intérieur de ces entreprises des services d'hygiène et de sécurité et les entreprises développent énormément tout ce qui concerne la qualité du travail et le bien-être au travail. Donc, les services de santé au travail, les actions de prévention devraient être peut-être un peu plus ciblées sur les TPE. Ensuite, vous avez aussi tous les champs d'action concernant les examens complémentaires, hein, les examens complémentaires qui peuvent être faits par les infirmiers, que ce soit les visiotests, que ce soit tout ce qui concerne les électrocardiogrammes, les audiogrammes. Vous avez bien entendu les soins infirmiers que vous allez
avoir à faire dans les entreprises, les protocoles qui ont été élaborés avec le médecin du travail concernant les soins d'urgence. Vous avez bien entendu la veille sanitaire et épidémiologique qui est très importante, puisque aujourd'hui, je reviens toujours avec ce projet de loi, c'est qu'il veut, le projet de loi souhaiterait qu'effectivement il y ait un décloisonnement entre la santé au travail et la santé publique. Donc aujourd'hui, dans cette veille sanitaire et épidémiologique, nous avons un rôle crucial, c'est la récolte des données, et lors des visites d'information et de prévention, vous êtes amené à prendre, à récolter toutes ces données et à de les retranscrire dans le dossier médical, soit de manière par les logiciels que vous utilisez, soit par d'autres outils. Alors, vous avez donc les actions sur les lieux de travail. C'est donc l'amélioration des conditions de travail, et ceci, c'est dans un cadre aussi de pluridisciplinarité. Et bien entendu, vous allez travailler avec d'autres acteurs, puisque c'est quand même les dernières réformes que nous avons eues, c'était l'introduction d'autres acteurs de la prévention, les IPRP, les instances, les assistances sociales, les psychologues du travail et les acteurs externes aussi, avec lesquels vous allez travailler, et aussi les instances représentatives, lesquelles sont très importantes dans l'amélioration des conditions de travail. Alors, un des rôles les plus importants pour les infirmiers en santé au travail dans l'action de prévention, ce sont les études de poste, les études des lieux de travail. Donc, ces études de poste, vous êtes nombreux à les faire. Donc, c'est un moment privilégié parce que vous allez aller sur le terrain, vous allez avoir une phase d'observation qui est la plus importante, bien entendu, et après, vous allez pouvoir à la fois travailler avec d'autres acteurs et puis avec le médecin pour permettre l'amélioration, l'aménagement de postes de travail. Alors, je vais aussi parler surtout de ce maintien dans l'emploi que nous avions intitulé Maintien dans l'emploi dans le référentiel de compétences. Et aujourd'hui, il va s'intituler plutôt l'insertion professionnelle. Effectivement, nous sommes souvent, pour nombre d'entre vous, vous êtes souvent les seuls interlocuteurs dans l'entreprise, puisque le médecin peut-être n'est présent qu'une ou deux fois. Donc, vous allez, nombre d'entre vous maintenant, avoir peut-être une autre casquette de référent handicap, de travailler en étroite collaboration aussi avec les ressources humaines pour permettre à ces salariés d'avoir un retour à l'emploi dans les meilleures conditions. Alors, je vois aussi une question sur l'AMT. Oui, l'AMT, l'action en milieu du travail, ce qui rejoint un petit peu les études de poste. C'est l'action du milieu du travail, l'action en milieu du travail a été inscrite dans le Code du travail pour les médecins du travail. Et nous revendiquons cette AMT aussi pour les infirmières de santé au travail, puisque vous êtes souvent les seuls qui font des études de poste. Donc, on veut absolument que cette AMT soit aussi inscrite pour les infirmiers de santé au travail. Alors, quels sont d'autres champs d'action, effectivement, dans l'éducation. Bon, l'éducation, c'est un petit peu la base, je dirais, du métier d'infirmier. On retrouve ce terme d'éducation aussi bien pour nous, infirmiers en santé au travail, mais aussi pour nos collègues qui exercent à l'éducation nationale, pour les infirmiers libéraux. Nous sommes souvent les premiers sur le terrain, les premiers auxquels les salariés ou les patients ont affaire. Donc, ce rôle d'éducation est vraiment très, très important. La formation, elle est très, très importante dans certaines entreprises.
sur soit la formation des sauveteurs secouristes du travail, soit sur des gestes de prévention. Vous pouvez donner des conseils effectivement au niveau des troubles musculo-squelettiques. Si vous avez fait des formations dans ce domaine-là, vous avez toujours la possibilité de vous former dans un domaine spécifique que requiert l'entreprise. Voilà, c'est très très important que vous soyez au plus proche des besoins de l'entreprise et des salariés. Ça, c'est très important parce que cela va montrer que vous êtes intéressé et que vous connaissez votre entreprise et ce dont on a besoin. Et ce projet de loi aussi, encore une fois, demande d'être au plus près et au plus proche des besoins de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est vraiment très très important. Alors on parle aussi effectivement de la formation au niveau des risques psychosociaux. Alors aujourd'hui, avec cette crise, cette pandémie, vous avez vu qu'il y a eu pour les salariés un temps d'adaptation qui a été très très rapide. Le télétravail nous a tous inondés et aujourd'hui, les gens ont dû s'adapter à des nouveaux outils. Les infirmiers en santé au travail ont dû faire des consultations par visio en utilisant des nouveaux outils. Donc, c'est vrai que je pense aujourd'hui, on n'a pas encore peut-être assez de recul, mais il pourrait y avoir aussi, encore une fois, une augmentation au niveau des risques psychosociaux, mais encore une fois, nous attendons un petit peu, il faut avoir un peu plus de recul. C'est une nouvelle façon, c'est une organisation du travail qui est complètement chamboulée. Et là, encore une fois, les infirmiers de santé au travail vont devoir être, comment je dirais, formés, avoir des compétences particulières pour pouvoir subvenir à tous ces besoins. Voilà. Y a-t-il des perspectives de création de postes supplémentaires à court, moyen terme? Des perspectives de création de postes, bah, écoutez, vous savez très bien que la démographie des médecins du travail, elle ne va pas changer. Les infirmiers en santé au travail vont de plus en plus avoir une place importante. Et c'est pour ça que nous souhaitons vraiment qu'il y ait cette reconnaissance et que cette reconnaissance passe par une formation universitaire de qualité homogène qui va permettre effectivement à certains infirmiers aussi à prendre peut-être, s'ils le souhaitent, plus de responsabilités par le biais effectivement de l'IPA, mais aussi par le biais de VAE, parce que vous avez des infirmiers qui exercent depuis de nombreuses années, pendant 10, 15 ans, qui ont fait beaucoup de formations continues, qui ont une compétence et qui ont simplement besoin de la valoriser, de la faire reconnaître. Et ceci, ça va se faire aussi par le biais de la VAE. Alors, euh, l'arrivée du RPPS pour les infirmiers dès septembre nous permettra-t-il personnellement de prescrire? Pour l'instant, pas encore, pas encore, je ne pense pas. Pour l'instant, on ne peut pas encore prescrire. Ce n'est que l'IPA. Si vous connaissez un petit peu quelle est la définition de l'infirmière en pratique avancée, dans ce terme-là, la pratique avancée, il y a ce terme de prescription. Tant que nous ne saurons pas exactement où on va se situer, il faudra attendre un petit peu. Faut-il attendre 10 ou 15 ans d'expérience pour demander une VAE? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ou 15 ans. Il suffit que vous-même, vous soyez moteur, que vous ayez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, très rapidement été impliqué dans votre entreprise, que vous avez mis en place des choses concrètes. Une VAE, qu'est-ce que c'est? Une VAE, c'est quelque chose qui va montrer que vous êtes en capacité, que vous êtes capable de mettre en place et que vous avez les compétences qui sont requises, qui sont écrites dans un cursus universitaire, mais vous-même, vous les avez déjà mis en application. Voilà. Donc, il faut simplement des preuves. Alors, c'est bien d'ajouter des responsabilités des... Oula! C'est bien d'ajouter des responsabilités et des actes, mais qu'en est-il de la revalorisation salariale? Alors là, nous sommes en France et cette partie de la revendication salariale, ce sont les organisations syndicales
gère ce sujet-là. Et je suis bien sûr d'accord avec vous que l'un ne va pas sans l'autre, que s'il y a une reconnaissance, il faut aussi qu'à un moment donné, il y ait une revalorisation, parce que j'ai déjà sonné l'alarme en disant que s'il y a pénurie de médecins, mais si on ne revalorise pas aussi non seulement les salaires des infirmiers, ben, à un moment donné, les infirmiers en auront peut-être aussi assez de toujours faire plus et de leur demander plus sans aucune reconnaissance d'un point de vue salarial. Alors, pourquoi limiter à Bac plus 3 pro alors que le diplôme général est à Bac plus 4, la formation spécialisée qu'un an et demi avec un mémoire soutenu? De même, certains ont des missions plus appuyées en ergonomie. Une passerelle vers le métier d'ergonomie serait-elle envisagée? Alors, je veux dire, moi je suis intervenante, j'enseigne au Master 1, Master 2 à Paris 13 Bobigny. Ce master, c'est un master de santé publique qui s'adresse à des gens qui ont envie peut-être soit de continuer à exercer en santé au travail en tant qu'infirmière de santé, mais j'ai des étudiants qui ont fait la passerelle et qui sont devenus aujourd'hui IPRP avec un M2. Oui, nous pouvons déjà prescrire des substituts niconétiques. Oui, bien sûr, on peut le faire. Mais voilà, il faut attendre. C'est qu'une chose. C'est pas suffisant. Il faudra penser aussi à d'autres choses. Je veux dire, est-ce que vous trouvez normal qu'un infirmier en santé au travail ne puisse pas prescrire des chaussures de sécurité ou faire des recommandations sur un aménagement de poste avec une souris ergonomique? Voilà, je pense qu'un infirmier en santé au travail a tout à fait les compétences et les capacités pour le faire. Alors, avez-vous été consulté pour la rédaction de l'arrêté prévoyant le contenu de la formation minimale de santé au travail? Oui, nous sommes en train, alors c'est pas, nous avons été effectivement interroger le GIT et le réseau des infirmières enseignantes et nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors, je continue juste un petit peu avec les champs d'action. Donc, les champs d'action, on a dit le suivi des vaccinations. Alors ça, effectivement, ça nous fait un petit peu sourire parce qu'effectivement, avec la pandémie, nous, les infirmiers en santé au travail, nous avons dû attendre l'autorisation du ministère du Travail pour pouvoir agir et faire des vaccinations sur le Covid, ce qui est quand même aberrant puisque nous sommes à même de toucher des millions de salariés. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas utiliser ces professionnels de santé. Alors, je regarde ce qui est important aussi. Alors, je pense qu'au niveau des champs d'action, on a fait un petit peu le tour. Puis en plus, je vois l'heure qui tourne. Ce qui m'intéresse aussi le plus pour moi dans ce référentiel de compétences, c'est effectivement l'élargissement après sur le devenir et l'évolution de notre profession. Et c'est là, effectivement, que nous voulons absolument être entendus au niveau de cette réforme, que nous souhaitons avoir une participation plus importante au niveau de la prévention, de la mise en place des actions de prévention auprès des employeurs, auprès des salariés. Et tout ceci, encore une fois, va passer par une formation, un socle de formation qui va nous permettre de collaborer, de coopérer avec les médecins du travail. Parce que je voudrais quand même dire aussi et souligner que les infirmiers de santé au travail ne cherchent pas à remplacer les médecins du travail, pas du tout. Nous souhaitons travailler en collaboration avec toute l'équipe pluridisciplinaire, avec tous les acteurs de la prévention. Et les infirmiers en santé au travail ont toujours été capables de s'adapter, de faire en sorte que l'évolution des politiques de santé au travail nous inclut dans ce grand bouleversement. Que dirais-je encore? Je dirais en conclusion, l'infirmier de santé au travail aujourd'hui possède toutes ses compétences et ses savoir-faire qu'il peut mettre au service, donc comme je disais, des entreprises et des services interentreprises. Il faut aussi voir que le monde du travail est en pleine évolution. Cette crise a vu que les choses vont changer, vont encore changer. Aujourd'hui, on va avoir
une organisation de travail qui va être hybride, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois du management pour des gens qui vont être chez eux, du management qui va être sur le lieu du travail. Il va falloir inclure peut-être plus l'entreprise dans le suivi de santé, dans l'action de prévention et faire comprendre aux entreprises que ce n'est pas uniquement réglementaire, mais que c'est vraiment quelque chose qui doit faire partir de la culture de l'entreprise. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là et puis j'attends encore vos questions. Je lis au fur et à mesure les questions, mais si quelqu'un veut prendre la parole, je lui laisse la parole. Alors, je réponds à Frank Van Lanker qui me dit qu'il a pris le temps de bien consulter le référentiel et qu'il reste un peu sur la réserve quant à la mise en avant des compétences. Vous développez l'ensemble des actions de notre spécialité et à ce sujet, bon, voilà. Cependant, je ne trouve pas les savoir-être et savoir-faire qui viendraient se rattacher à des missions pour déterminer, au-delà de ce que fait un IST, ce qu'est un IST. Considérez-vous que les 10 compétences du référentiel infirmier soient suffisantes et ne méritent pas à être complétées, développées et précisées pour notre spécialité? C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Ce référentiel de compétences, il date de 2019. Entre-temps, il y a eu énormément de choses, d'évolution. Comme je le disais tout au début, il y a glissement de tâches. Vous êtes nombreux à faire énormément de choses qui étaient uniquement réservées aux médecins du travail. Donc aujourd'hui, nous allons enrichir ce référentiel de compétences. Et avec le réseau des infirmières enseignantes, effectivement, nous essayons de comprendre, comment je dirais-je, d'enrichir effectivement le métier d'infirmière de santé au travail. Et c'est très important parce qu'on va nous attendre au tournant pour nous demander en quoi l'IPA en santé au travail aura un rôle plus important que le simple infirmier en santé au travail. Eh ben, c'est de prendre en charge la globalité, c'est-à-dire le suivi de santé d'un salarié à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi peut-être à l'extérieur, en collaboration avec son médecin référent, son médecin généraliste, avec des problématiques aussi réinsertion professionnelle. Donc, dans ce cadre-là, il faudra effectivement améliorer et enrichir un petit peu les compétences. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, écoutez, sinon, ben, écoutez, je vous remercie vraiment infiniment. Je vous remercie vraiment. J'espère que j'ai été assez claire. Ce n'était pas évident parce que il y a tellement de choses dont on voudrait parler. Et aujourd'hui, nous sommes tous très attentifs à ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, on sait que là, ils sont en train de travailler, les sénateurs, sur ce projet de loi et doivent rendre, entre guillemets, leur copie pour le 6 juillet. Donc, vous voyez, tout est très court. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir participé. Je vais redonner encore la parole à notre déléguée régionale, Sylvie Aude, pour conclure. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Nadine pour le développement de cette intervention. Moi, j'avais quelques précisions donc, à vous apporter, non pas sur le contenu, mais vous dire un petit peu par rapport au référentiel qui a le mérite d'exister, parce qu'en dehors du gîte, rien n'existe sur le marché, si j'ose dire. Ce référentiel, il avait été revu, il y avait un update qui avait été fait donc, en 2018 et j'ai envie de partager avec vous l'idée que si effectivement vous souhaitez l'enrichir en parlant davantage du savoir-être, du savoir-faire infirmier en santé au travail, eh bien, j'ai envie de vous dire welcome au gîte. On sera très heureux de former un groupe de travail et d'évoluer. C'est un outil qui effectivement reprend un certain nombre de choses.
je rejoins complètement. Avec énormément de choses, et on n'a pas besoin d'avoir un rôle prescrit en permanence par médecin du travail pour savoir comment faire vivre les services de santé au travail, y compris quand on est en service inter. Je pense qu'on a une posture vraiment par rapport à ça à affirmer, à mettre en œuvre, à construire. Et en pluridisciplinarité, et j'en suis vraiment convaincue. Pour notre association au niveau des instances, balle pavée très souvent et au Parlement et avec les sénateurs et à la DGT et dans tous les arcanes en fait du pouvoir pour pouvoir un petit peu porter la voix des infirmiers de santé au travail. Il y a des enjeux politiques, on n'est pas dans la maîtrise de tout, il y a l'œuvre aussi des syndicats. On se fait également aider par l'ordre qui nous soutient sur un certain nombre de points et c'est très important. Voilà, cela dit, on a une posture aujourd'hui qui est un petit peu intermédiaire entre ce qu'on a connu hier et ce qui nous attend demain. Donc, il ne faut surtout rien lâcher en termes de positionnement et il faut avancer chacun dans nos entreprises, en tout cas, et dans nos services inter, ou en tout cas dans nos services de santé-travail avec beaucoup d'allant. J'en suis convaincue et je pense qu'on ira nécessairement et de manière certaine vers quelque chose de plus construit. Se profilent également les IPA, etc. Je pense qu'au niveau de l'enseignement supérieur, on va aussi progresser, c'est évident. Il n'y aura pas de retour en arrière. On est plutôt vers quelque chose de très constructif, même si ça prend du temps. Il faut, à mon avis, vraiment y croire. Merci en tout cas à tous pour ce formidable rassemblement. Nous, c'était un peu une première pour nous au GITE Île-de-France. Ce souhait en fait de développer le référentiel était né au sein du bureau parce que nous avons cette année des nouveaux adhérents en Île-de-France qui semblent en tout cas arriver en santé au travail et il nous semblait important du coup de pouvoir partager effectivement quelle posture avoir, quelles sont nos limites en matière de code de santé publique, code du travail, ce vers quoi également on va aller demain. Ça peut aussi évidemment orienter sa stratégie en tout cas d'implantation dans le poste. Et du coup, repartir de ce fondamental, de ces fondamentaux, il me semblait important à partager. Donc, c'est pour ça. Et enfin, la dernière chose, le référentiel est disponible sur le site du GITE. Ouais. Et nous espérons en tout cas bientôt pouvoir faire une grande réunion en Île-de-France, en présentiel cette fois, pour plus de convivialité, probablement à la rentrée de septembre-octobre. Voilà, merci à tous. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci Nadine, merci les gens du bureau, merci les adhérents et les autres aussi. Et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.